36 ans, uniforme, micro. La pièce retient son souffle à Ouagadougou. En 24 heures, des extraits circulent. En 48, d'autres capitales du Sahel reprennent Joleko, tandis qu'à Tel Aviv, la réponse devient un silence. Au centre, Ibrahim Traoré ne lit rien. Il parle de souveraineté, de dignité et refuse de répondre à des forces qu'il décrit comme achetant la loyauté ou imposant l'obéissance. Si ce défi est réel, qu'est-ce qu'il change pour l'Afrique? Et que révèle-t-il sur la façon dont l'information se propage désormais des commentaires au marché et jusqu'aux diasporas? Cette histoire promet trois choses précises et chacune porte un enjeu concret. D'abord, comprendre ce qui s'est réellement joué autour de cette prise de parole, au-delà des titres et des formulations spectaculaires, pour distinguer le fait, la perception et leurs effets mesurables. Ensuite, éclairer pourquoi cette séquence a déclenché une résonance régionale rapide, alors que des discours africains similaires par le passé étaient restés confinés ou neutralisés par des circuits diplomatiques classiques. Enfin, identifier ce que ce moment révèle sur un déplacement plus large, la manière dont le pouvoir symbolique circule aujourd'hui, comment le silence officiel peut devenir un signal, et pourquoi les réseaux numériques ont pesé autant que les canaux institutionnels. L'enjeu n'est donc pas seulement politique ou géopolitique. Il touche aussi à l'économie de l'attention, à la crédibilité des récits dominants et à la capacité de certains acteurs à fixer l'agenda sans disposer des leviers traditionnels. Pour le spectateur, l'intérêt est clair. Saisir comment un événement local peut produire des effets systémiques et pourquoi ces mécanismes pourraient se reproduire ailleurs sous d'autres formes, plus vite qu'on ne l'imagine. Dans les 40 heures suivant la conférence de presse, la vidéo circule dans plusieurs pays du Sahel et déclenche des réactions publiques de dirigeants régionaux, alors qu'aucune réponse officielle n'est rendue publique du côté israélien. Ce contraste, amplification rapide d'un côté, silence prolongé de l'autre, devient le premier fait marquant, plus parlant que les mots eux-mêmes. Pour comprendre pourquoi cette séquence a pris une telle ampleur, il faut replacer l'épisode dans son contexte immédiat. À Ouagadougou, la scène est classique en apparence. Une salle pleine, des journalistes, des caméras, un chef d'État qui avance vers le micro. Pourtant, plusieurs éléments rompent avec la norme. Ibrahim Traoré ne lit pas de texte préparé, ne s'appuie sur aucun téléprompteur et adopte un registre direct presque militaire, loin des codes diplomatiques habituels. Cette forme compte autant que le fond. Le contenu du message s'inscrit lui aussi dans une trajectoire plus large. Depuis des décennies, de nombreux États africains ont appris à moduler leur langage face aux pressions extérieures, qu'elles soient économiques, diplomatiques ou sécuritaires. La prudence, parfois le silence, étaient devenus des réflexes institutionnels. Dans ce cadre, l'idée même de répondre frontalement à un avertissement perçu comme une menace constituait une rupture. Le contexte régional amplifie encore cette rupture. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger traversent une phase de recomposition politique profonde, marquée par des régimes militaires, des tensions sécuritaires persistantes et une remise en cause explicite des partenariats hérités du passé colonial. Les opinions publiques, en particulier les plus jeunes, suivent ces évolutions avec une attention accrue, souvent via des plateformes numériques plutôt que par les médias traditionnels. C'est dans ce climat que la prise de parole d'Ibrahim Traoré est reçue non seulement comme un discours, mais comme un signal. Elle condense des frustrations anciennes, des attentes diffuses et un désir de reconnaissance souveraine. Le mini-révélateur n'est donc pas uniquement ce qui a été dit, mais la vitesse et l'ampleur avec lesquelles ce message a trouvé un public prêt à l'amplifier. Pour saisir l'effet immédiat de cette séquence,
Il faut observer la figure qui la porte et la manière dont elle est perçue. Ibrahim Traoré apparaît d'abord comme un contre-profil. Jeune, issu de l'armée, sans parcours diplomatique classique, il ne correspond pas à l'image attendue d'un chef d'État s'exprimant sur la scène internationale. Cette dissonance crée une attention particulière, surtout auprès d'un public habitué à des discours calibrés et prudents. Dans la salle, la réaction est contenue mais lisible. Le silence qui suit certaines phrases n'est pas de l'incompréhension, mais une forme de reconnaissance collective. Les journalistes présents comprennent qu'ils assistent à un moment qui dépasse le cadre d'une simple conférence de presse. Ce ressenti se propage rapidement hors de la pièce, d'abord par de courts extraits vidéo, puis par des citations isolées, faciles à à partager et à commenter. Les premiers impacts se mesurent avec moins en décisions politiques qu'en signaux sociaux. Sur les plateformes numériques, le discours devient un point de ralliement symbolique. Il est relayé par des citoyens ordinaires, puis repris par des acteurs plus visibles, donnant l'impression d'une dynamique ascendante plutôt que d'une communication descendante. Cette trajectoire renforce l'idée que la parole n'est pas filtrée par des intermédiaires traditionnels. Très tôt, un glissement s'opère. Le personnage n'est plus seulement un président burkinabé, mais un vecteur d'expression pour des sentiments plus larges liés à la souveraineté, à la dignité et au refus de certaines formes de tutelle. Ce glissement explique pourquoi l'attention ne retombe pas après quelques heures, comme c'est souvent le cas. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce moment montre qu'une parole incarnée peut produire des effets rapides avant toute décision formelle. Le déclenchement tient en un enchaînement court et dense. Des informations circulent sur un avertissement adressé à des dirigeants africains attribué au Premier ministre israélien sans que les modalités exactes ne soient rendues publiques. Le contenu précis reste flou, mais l'intention perçue est claire pour ceux qui disent l'avoir reçu. Pendant des années, ce type de signal avait suffi à produire de la retenue, parfois du silence. Cette fois, la séquence prend une autre direction. À Ouagadougou, la conférence de presse devient le point d'inflexion. Ibrahim Traoré avance vers le micro sans notes, sans filtre visible. Il évoque la souveraineté, la dignité et rejette explicitement l'idée que le Burkina Faso doive répondre à Tel Aviv, à Washington ou à Paris. Le propos est frontal, formulé dans un langage accessible, presque dépouillé. Le point culminant n'est pas une formule spectaculaire, mais l'accumulation de phrases qui rompent avec la prudence attendue. La salle se fige, puis le message quitte immédiatement l'espace physique. Les premières heures constituent une phase d'amplification rapide. Des extraits courts apparaissent sur plusieurs plateformes, repris avec des légendes exprimant surprise, admiration ou solidarité. La circulation n'est pas orchestrée par des médias institutionnels, mais par des réseaux d'usagers qui se reconnaissent dans le ton et le contenu. Les messages traversent les frontières numériques plus vite que les canaux diplomatiques traditionnels. Ce déplacement du centre de gravité médiatique est en soi un événement. Vient ensuite la phase des répliques régionales. Des dirigeants du Sahel, eux-mêmes engagés dans des trajectoires de rupture avec certains partenariats hérités, partagent ou commentent la séquence. Le geste est bref, parfois minimaliste, mais il suffit à transformer une prise de parole nationale en signal collectif. L'idée que la réponse n'est pas isolée, mais inscrite dans une dynamique plus large, commence à s'imposer. Ibrahim Traoré devient alors un point de référence plutôt qu'une voix solitaire. En parallèle, l'absence de réaction officielle du côté israélien attire l'attention. Aucun démenti public, aucune clarification visible. Ce silence contraste avec les usages diplomatiques habituels et agit comme un amplificateur involontaire. Pour certains observateurs, il suggère une hésitation.
Pour d'autres, une volonté de ne pas nourrir la controverse. Dans tous les cas, il alimente les interprétations et prolonge la durée de vie médiatique de l'épisode. Les répliques ne se limitent pas au champ politique. Dans les marchés, les universités, les groupes de discussion familiaux, le discours devient un sujet de conversation. Il est commenté, parfois idéalisé, parfois questionné. Des inquiétudes apparaissent aussi: risques de représailles, conséquences économiques, isolement potentiel. Mais ces doutes coexistent avec un sentiment dominant de fierté lié au fait qu'un dirigeant africain ait exprimé publiquement ce que beaucoup pensaient sans le dire. Cette ligne d'événements montre comment une séquence courte peut produire des ondes longues. Le déclenchement est flou, le point culminant est discursif, et les répliques sont à la fois symboliques, sociales et politiques. Ce n'est pas un tournant institutionnel immédiat, mais un déplacement perceptible du cadre dans lequel les décisions futures seront interprétées. Au point de départ, un homme de 36 ans s'exprime sans note devant les caméras. 48 heures plus tard, la même séquence est reprise, commentée et amplifiée à l'échelle régionale, tandis qu'une réponse officielle reste absente. Ce glissement temporel court du local au régional constitue la première mesure observable du phénomène. Le premier repère chiffré concerne l'âge du protagoniste. Le fait qu'Ibrahim Traoré ait 36 ans n'est pas anecdotique. Il place le chef de l'État dans une tranche générationnelle qui a grandi après les grandes luttes d'indépendance, mais aussi après l'installation durable de mécanismes de dépendance économique et sécuritaire. Cette donnée éclaire la réception du discours auprès des jeunes publics, nombreux à se reconnaître dans un dirigeant perçu comme proche de leurs frustrations et de leurs attentes. L'âge fonctionne ici comme un marqueur symbolique, plus que comme une statistique démographique. Le deuxième repère est temporel. Les 24 premières heures voient la diffusion initiale des extraits sur les réseaux sociaux, souvent sous forme de courtes citations ou de séquences isolées. Ce délai est significatif. Il indique que la circulation ne dépend pas d'un cycle médiatique classique, habituellement plus lent et hiérarchisé. La rapidité de cette première phase suggère une infrastructure de partage déjà en place, prête à s'activer dès qu'un message jugé pertinent apparaît. Ce n'est pas la nouveauté du canal, mais la disponibilité du public qui fait la différence. Le troisième repère est l'élargissement en 48 heures. À ce stade, la séquence ne se limite plus au Burkina Faso. Elle est reprise par des acteurs politiques du Sahel et commentée dans des espaces publics éloignés du lieu initial. Le passage de 24 à 48 heures marque un changement d'échelle. Il indique que le message a franchi un seuil, passant d'un intérêt national à une résonance régionale. Cette transition est essentielle pour comprendre pourquoi l'épisode ne s'éteint pas rapidement. Ces trois mesures simples, âge, délai de 24 heures, délai de 48 heures, permettent de lire une dynamique plutôt qu'un volume. Il ne s'agit pas de compter des vues ou des partages précis, données absentes du matériau source, mais d'observer des rythmes. Le rythme de diffusion est rapide, le rythme de réaction officielle est lent, et ce décalage crée un espace interprétatif. Dans cet espace, le silence devient un élément actif du récit. Le contraste est d'autant plus visible que, dans des configurations antérieures, des prises de parole africaines jugées sensibles étaient en moi souvent suivies de réactions rapides, qu'elles soient diplomatiques ou médiatiques. Ici, l'absence de réponse formelle agit comme un delta perceptible par rapport au baseline attendu. Le cadre de référence change. Ce qui surprend n'est pas la parole elle-même, mais l'absence de contre-parole. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi au centre d'un schéma où quelques indicateurs temporels suffisent à signaler un déplacement. Le message ne gagne pas en poids par accumulation de données, mais par la synchronisation entre paroles directes, diffusion rapide et silence prolongé.
Cette combinaison produit un effet mesurable en termes d'attention et de durée de vie du sujet. En définitive, ces éléments quantifiables montrent moins une explosion numérique qu'un changement de cadence. La parole circule plus vite que les mécanismes de réponse traditionnels, et ce décalage, même sans chiffres détaillés, constitue un indicateur fort de transformation du paysage informationnel. La première objection, souvent formulée par des diplomates et des économistes prudents, est simple et cohérente. Une rhétorique aussi directe expose un pays déjà fragile à des risques accrus. Pressions économiques, isolement diplomatique, réduction de certaines coopérations. Dans cette lecture, le coût potentiel dépasserait les bénéfices symboliques. Les États, surtout ceux dépendant de partenaires extérieurs, auraient intérêt à préserver des marges de manœuvre discrètes plutôt qu'à afficher une confrontation verbale qui pourrait déclencher des représailles indirectes. La seconde objection concerne l'efficacité réelle des mots. Selon cette perspective, les discours, même viraux, ne modifient pas les rapports de force matériels. Les problèmes structurels du Burkina Faso, insécurité persistante, contraintes budgétaires, faiblesse institutionnelle, ne seraient pas résolus par une séquence médiatique. Le risque serait alors de confondre visibilité et transformation, en surestimant l'impact d'un moment symbolique sur des dynamiques profondes et lentes. Ces deux arguments sont rationnels et s'appuient sur des précédents historiques. Ils méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, ils laissent de côté un élément central observable dans le cas présent, le rôle du signal. La prise de parole d'Ibrahim Traoré ne prétend pas résoudre immédiatement des problèmes structurels. Elle agit comme un marqueur public, lisible par plusieurs audiences simultanément. Aux partenaires extérieurs, elle indique une ligne politique assumée. Aux acteurs régionaux, elle suggère la possibilité d'une posture collective. Aux opinions publiques, elle montre que certaines limites discursives peuvent être franchies sans sanction immédiate visible. L'absence de réaction officielle rapide constitue ici un fait clé. Si la parole avait été jugée marginale ou sans effet, une réponse corrective ou dissuasive aurait pu intervenir selon les usages habituels. Le silence prolongé crée au contraire un espace d'interprétation où le message gagne en poids relatif. Ce n'est pas une preuve de victoire, mais un indice que le coût d'une réponse n'était pas négligeable. Enfin, l'argument de l'inefficacité des mots néglige leur fonction cumulative. Les discours ne changent pas seuls les structures, mais ils modifient les attentes, les seuils d'acceptabilité et les cadres de négociation. Dans ce cas précis, la parole sert de point d'ancrage à des dynamiques déjà présentes dans le Sahel, plutôt que de les créer ex nihilo. Ainsi, le débat ne porte pas sur la question de savoir si un discours suffit. Il porte sur la capacité d'un signal public à redéfinir ce qui est dissible et pensable à un moment donné. Et c'est sur ce terrain que l'épisode prend sa portée réelle. Ce basculement tient moins à une nouvelle déclaration qu'à une absence prolongée de réponse officielle, devenue elle-même un fait politique lisible. À ce stade, l'épisode cesse d'être un simple échange rhétorique et commence à reconfigurer les attentes. Le centre de gravité se déplace. L'attention n'est du plus focalisée sur ce qui a été dit, mais sur ce qui n'est pas dit en retour. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un changement de statut. Il n'est plus seulement l'auteur d'un discours marquant, il devient le point autour duquel s'organisent interprétation et calcul. Les observateurs comprennent que l'option du silence comporte aussi des coûts, notamment celui de laisser se consolider un récit non contesté dans l'espace public. Cette dynamique est inhabituelle pour des relations internationales, souvent structurées par des réponses rapides et calibrées. Le révélateur se situe ici. L'absence de réaction ne neutralise pas le message, elle l'étire dans le temps.
Chaque jour, sans clarification, renforce l'idée que la prise de parole initiale a déplacé une ligne invisible. Les publics régionaux y lisent une validation implicite. Les acteurs politiques y voient un précédent potentiel. Le discours n'est plus un événement ponctuel, mais un repère. À mi-parcours, on voit que le pouvoir symbolique ne dépend pas uniquement de la capacité à parler, mais aussi de la capacité à imposer un rythme. En fixant le tempo, même involontairement, la séquence crée une nouvelle asymétrie. À partir de là, la question n'est plus de savoir si les mots étaient audacieux, mais ce qu'ils rendent désormais possible. Pour les gouvernements de la région, la séquence crée un précédent observable. La prise de parole d'Ibrahim Traoré, suivie d'un silence officiel prolongé en retour, élargit le champ des options discursives. Sans modifier immédiatement les alliances ou les accords, elle ajuste le seuil de ce qui peut être dit publiquement sans entraîner de réaction instantanée. Certains exécutifs y voient un test réussi, d'autres un pari risqué. Dans les deux cas, le calcul politique change. La parole devient un instrument à part entière de positionnement régional, et non plus un simple accompagnement de décisions déjà prises. Pour les dirigeants et acteurs économiques, l'effet est plus ambivalent. À court terme, l'incertitude augmente. Les investisseurs, habitués à lire les signaux diplomatiques classiques, interprètent différemment un contexte où les réponses tardent. Cette zone grise peut freiner certaines décisions, notamment dans des secteurs sensibles aux relations extérieures. Mais à moyen terme, la clarification d'une ligne souverainiste assumée peut aussi réduire l'ambiguïté stratégique. Un message lisible, même ferme, peut être intégré dans des scénarios de risque plus stables que des positions fluctuantes ou tacites. Pour les citoyens, l'impact est principalement symbolique mais non négligeable. Dans plusieurs espaces publics, le discours est repris comme un marqueur de dignité retrouvée. Il alimente des conversations quotidiennes, des débats universitaires, des échanges intergénérationnels. Le sentiment dominant n'est pas l'illusion d'un changement immédiat, mais la reconnaissance d'une parole alignée avec des frustrations longtemps exprimées en privé. Cette reconnaissance produit un effet psychologique mesurable. Elle renforce l'idée que les dirigeants peuvent, au moins ponctuellement, refléter les attentes populaires plutôt que les contourner. Pour la région du Sahel plus largement, la conséquence la plus tangible est l'accélération d'une logique collective déjà en gestation. Les réactions de soutien, même brèves, indiquent que le discours n'est pas perçu comme isolé. Il s'inscrit dans une dynamique où les États voisins observent, comparent et ajustent leur propre position. La séquence renforce l'idée qu'une coordination minimale peut réduire les coûts individuels de la confrontation symbolique. Elle n'instaure pas une unité automatique, mais elle rend cette unité plus pensable. Ces effets restent hétérogènes et partiellement réversibles. Aucun groupe n'en sort transformé de manière définitive. Toutefois, un point commun émerge. La temporalité change. Les décisions, les réactions et même les silences sont désormais scrutés comme des signaux. Ibrahim Traoré se trouve associé à cette reconfiguration, non parce qu'il en contrôlerait tous les paramètres, mais parce que sa prise de parole a servi de catalyseur. En définitive, la conséquence la plus concrète n'est pas une mesure politique identifiable, mais un déplacement des attentes. Chaque groupe ajuste ses anticipations face à un environnement où la parole publique, la diffusion rapide et l'absence de réponse peuvent produire des effets réels. Ce déplacement discret mais durable prépare le terrain des choix à venir. On peut envisager un scénario de base, on repose sur une normalisation progressive sans rupture majeure. La prise de parole reste un repère symbolique, régulièrement cité, mais rarement prolongé par des décisions spectaculaires.
Les relations extérieures du Burkina Faso demeurent somme prudentes, marquées par des ajustements rhétoriques plus que par des changements structurels rapides. Dans ce cadre, l'épisode sert surtout de référence interne et régionale, rappelant qu'une ligne souverainiste explicite peut être tenue sans déclencher immédiatement une escalade. Le système absorbe le choc, tout en intégrant une marge de discours élargie. On peut aussi imaginer un scénario optimiste, on envisage un effet d'entraînement maîtrisé. D'autres dirigeants du Sahel, voire au-delà, s'appuient sur ce précédent pour coordonner davantage leur position publique, réduisant ainsi les coûts individuels de la prise de parole. La parole devient un outil collectif adossé à des mécanismes de coopération régionale existants. Dans cette hypothèse, l'épisode associé à Ibrahim Traoré est relu a posteriori comme un moment d'amorçage où le symbole a précédé des ajustements concrets, notamment dans la négociation de partenariats et la diversification des alliances. Et l'on peut craindre un scénario défavorable. On repose sur une réaction différée. Les silences initiaux laissent place à des pressions indirectes, signaux économiques discrets, ralentissement de certaines coopérations mises à l'épreuve de la résilience institutionnelle. Dans ce cas, le coût de la parole apparaît avec retard, rendant l'évaluation initiale plus complexe. Le risque principal n'est pas la confrontation ouverte, mais l'érosion graduelle des marges de manœuvre difficiles à attribuer à une cause unique. Ces trois scénarios ne s'excluent pas mutuellement. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les domaines et les acteurs concernés. La variable déterminante reste la capacité à transformer un signal symbolique en stratégie cohérente soutenue dans le temps. Sans cette continuité, l'épisode se fige en référence morale. Avec elle, il peut devenir un levier. La recommandation de fond n'est donc pas de privilégier l'audace ou la prudence, mais la lisibilité. Dans un environnement où la parole circule vite et où le silence est interprété, la cohérence entre discours, rythme et action devient un actif stratégique. C'est sur cette cohérence que se jouera la trajectoire réelle des mois à venir. Pour une partie du public africain urbain, notamment les jeunes actifs et étudiants, l'épisode agit comme un miroir. Il ne transforme pas leur quotidien matériel, mais il modifie la perception de ce qui est possible à l'échelle symbolique. Voir un dirigeant s'exprimer sans détour, puis constater que cette parole circule largement sans être immédiatement étouffée, renforce un sentiment d'agence. Cette impression, même diffuse, nourrit des discussions sur l'engagement civique, la légitimité des dirigeants et le rôle de la parole publique dans la transformation sociale. Pour les travailleurs et familles, l'effet est plus indirect. Les conversations portent moins sur la diplomatie que sur la dignité et le respect. Le discours devient un point d'appui pour exprimer des frustrations quotidiennes liées au coût de la vie, à l'insécurité ou au manque d'opportunités. Il ne fournit pas de solution, mais il offre un langage commun pour nommer des expériences partagées. Cette fonction expressive explique pourquoi la séquence est reprise dans des espaces non politiques comme les groupes familiaux ou communautaires. Pour les diasporas, l'impact prend une autre forme. L'épisode réactive un lien symbolique avec le pays d'origine et, plus largement, avec le continent. Il alimente un sentiment de fierté, parfois mêlé de prudence, et ravive des débats sur l'image de l'Afrique à l'international. La parole circulant rapidement entre pays de résidence et pays d'origine, elle contribue à réduire la distance émotionnelle, même sans réduire la distance géographique. Enfin, pour les observateurs extérieurs, le spectateur non directement concerné, l'intérêt réside dans la mécanique elle-même. L'épisode montre comment une séquence courte peut produire des effets durables sans infrastructure médiatique lourde. Il invite à reconsidérer le rôle du public dans la construction des récits politiques
et à reconnaître que l'attention collective peut devenir un facteur de pouvoir. À ce stade, l'impact principal n'est pas une décision, mais une prise de conscience partagée. Chacun, selon sa position, ajuste sa lecture du possible. Et c'est dans cet ajustement silencieux que réside l'effet le plus profond. À ce stade, la question n'est plus celle du discours, mais de ce qui peut suivre sans contradiction interne. Une première étape consiste à stabiliser le message. Cela implique de maintenir une ligne publique cohérente, sans surenchère, afin que la prise de parole initiale ne soit pas perçue comme un moment isolé. Pour Ibrahim Traoré, cette cohérence passe par la répétition mesurée des principes évoqués. Souveraineté, dignité, refus de certaines pressions, dans des cadres institutionnels ordinaires et non uniquement lors de moments exceptionnels. La deuxième étape relève de la coordination régionale minimale. Sans annoncer de nouveaux blocs ou alliances formelles, des signaux concertés peuvent réduire les coûts individuels. Des déclarations parallèles, même sobres, suffisent parfois à transformer une posture solitaire en position partagée. Cette synchronisation n'exige pas l'unanimité, mais une compréhension commune du calendrier et des mots employés. Elle renforce la crédibilité du message sans accroître inutilement la tension. La troisième étape concerne la traduction pratique. Les paroles doivent être reliées à des décisions administratives lisibles, même modestes. Il peut s'agir de révisions ciblées de partenariats, de priorités budgétaires clairement expliquées ou de cadres de négociation plus transparents. L'objectif n'est pas la rupture immédiate, mais la démonstration que la parole n'est pas dissociée de l'action. Cette continuité réduit le risque que le discours soit requalifié en simple geste symbolique. Une quatrième étape touche à la gestion des attentes internes. La popularité d'un moment fort crée souvent des projections irréalistes. Clarifier les limites, les délais et les contraintes permet de préserver le capital de confiance. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré peut s'appuyer sur un registre pédagogique, rappelant que la souveraineté est un processus graduel, non un basculement instantané. Enfin, la mesure du progrès doit être explicitée. Définir quelques indicateurs simples, stabilité des partenariats, diversification des interlocuteurs, marge de négociation accrue, permet d'évaluer la trajectoire sans recourir à des promesses excessives. C'est dans cette articulation entre parole, rythme et action mesurable que la séquence initiale peut se transformer en chemin durable. Revenir à cette salle de Ouagadougou aide à mesurer ce qui a réellement compté. Pas les caméras, ni même les phrases exactes, mais ce silence dense qui a suivi et qui a voyagé bien au-delà des murs. Ce silence, d'abord local, est devenu un écho partagé, repris, discuté, parfois contesté. Il a servi de toile de fond à une réappropriation symbolique plus large où beaucoup ont projeté leurs propres attentes et leurs propres limites. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un acteur politique ponctuel, mais comme le déclencheur d'un rappel collectif. Le rappel que la parole publique peut encore surprendre, que les règles implicites ne sont pas immuables et que le courage discursif peut modifier l'atmosphère sans modifier immédiatement les institutions. Cette nuance est essentielle. Elle évite de transformer un moment fort en mythe intouchable tout en reconnaissant sa portée. Le motif central revient alors avec clarté. Une parole incarnée, suivie d'un silence interprété, peut déplacer des lignes invisibles. Ce déplacement n'est ni total ni garanti, mais il laisse une trace dans les conversations, dans les calculs politiques, dans l'imaginaire collectif. Et parfois, ces traces comptent de compte plus que les annonces formelles. La phrase qui reste n'est pas une promesse, mais un repère. Le courage est contagieux, même lorsqu'il s'exprime brièvement. À la fin, il ne s'agit pas d'adhérer à une position unique, ni de transformer un épisode en verdict définitif.
L'intérêt de cette séquence tient plutôt à ce qu'elle révèle sur notre époque, la manière dont une parole locale peut circuler, être interprétée, amplifiée ou laissée en suspens, et comment ces dynamiques influencent la perception du pouvoir. Observer cela avec attention, c'est déjà participer à une lecture plus lucide du monde contemporain. Pour certains, le nom d'Ibrahim Traoré restera associé à un moment précis. Pour d'autres, il deviendra un point de comparaison, un repère parmi d'autres dans une histoire plus longue. Dans tous les cas, ce type d'événement invite à ralentir le jugement, à distinguer symbole et structure, et à suivre ce qui se construit dans la durée plutôt que dans l'instant. La discussion ne se termine donc pas ici. Elle continue dans les choix politiques, dans les conversations ordinaires et dans la façon dont chacun interprète le lien entre parole, silence et action. Selon vous, qu'est-ce qui pèsera le plus à long terme, le discours lui-même, le silence qui a suivi ou les décisions concrètes qui viendront après?